Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, tu diriges le centre de traitement de la douleur de l'hôpital de Bicêtre, qui fait partie des hôpitaux de la PHP. Tu es membre du bureau du CLUD de la PHP et présidente du CLUD de Bicêtre. Tout à fait. Alors donc je voulais te proposer de parler d'une expérience que tu as mise en place depuis quelque temps pour aider les soignants dans cette période particulière du Covid. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, on a tous été interpellés par cette épidémie brutale. Et il y a eu une totale désorganisation, réorganisation et changement dans l'hôpital. Et alors, les consultations externes ont été supprimées, comme tout le monde le sait, les visites interdites, et donc on s'est retrouvé un peu à l'arrêt et sans savoir quoi faire. Alors, bien sûr, on s'est associé aux soins palliatifs pour réorganiser la prise en charge. Et ensuite, on s'est demandé ce qu'on pouvait bien faire pour les soignants qui étaient très fortement mobilisés. Alors on est allé les voir, visiter les services, ce qu'on fait au quotidien, et on s'est rendu compte euh, qu'ils souffraient de plusieurs choses. D'abord, ils souffraient du double confinement. Les soignants étaient tout habillés avec des casaques, etc., des gants, des visières, etc., surtout dans les services de réanimation. Donc, ils étaient confinés dans leur service. Et ils sortaient, ils finissaient leur travail et ils étaient confinés à la maison. Donc, il y avait ce double confinement. Il y avait aussi une surcharge, je dirais, morale ou plutôt intellectuelle, parce que je ne sais pas trop comment appeler ça, mais ils étaient propulsés dans n'importe quel service, chaque soignant, pour aller renforcer une équipe. Et donc, ils découvraient des gens qu'ils ne connaissaient pas, des collègues, des médecins qu'ils ne connaissaient pas, des locaux qu'ils ne connaissaient pas. Il fallait apprendre de nouveaux protocoles, puisque ce n'était souvent pas des patients dont ils s'occupaient. Et donc, il y avait beaucoup de stress. Par exemple, on a vu, on en parlera par la suite, mais une infirmière de pédiatrie qui s'occupait de patients âgés et gravement touchés. La nuit, en dormant, elle comptait les gouttes et son mari devait la réveiller, tellement elle angoissait. Ensuite, j'ai identifié une surcharge émotionnelle, psychologique, c'est-à-dire que, comme tout le monde s'en est rendu compte, il y avait des informations contradictoires sur les médias qui étaient extrêmement anxiogènes. Et puis, les gens pouvaient être inquiets aussi de leur famille, leurs proches, leur organisation de vie. Et donc, on s'est demandé quoi faire pour aider ses collègues, parce que la question que je me posais, c'était, je me suis dit, mais ils ne tiendront pas. La crise, en fait, on était dans l'urgence, mais j'ai compris dès le début que ça serait long. Et comment est-ce que ces soignants allaient tenir? Et donc, on a regardé ce qu'on avait, je dirais, en matériel intellectuel et en matériel réel. Et on a proposé donc une aide à ces personnes. Alors, quelle organisation, toi et ton équipe, avez mise en place pour soutenir les personnels de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre pendant cette période de Covid-19? Alors d'abord, on a réfléchi. Et on a réfléchi selon nos bases de réflexion et de pratique de la douleur, de la prise en charge de la douleur. Et donc ça, c'est ce qu'on appellerait la prise en charge globale et euh, l'équivalent de la santé intégrative. C'est-à-dire que euh, moi, je crois profondément, comme le dit Damasio, que les émotions sont incarnées. Et c'est-à-dire que, et l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'un corps fatigué va entraîner des émotions négatives. Un corps surchargé de travail, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi la fatigue physique, avec des infirmières qui courent partout, des malades, en particulier en réanimation, lourds, qu'il faut mettre sur le ventre, c'est très pénible.
avec des risques de troubles musculo-squelettiques. Et ce d'autant que les anti-inflammatoires étant contre-indiqués, les personnes qui avaient déjà des douleurs, qui prenaient des anti-inflammatoires, les avaient arrêtées, étaient encore plus douloureuses. Donc, cette prise en charge globale était nécessaire. Ce d'autant que, par ailleurs, les psychologues qui avaient proposé leur aide, eh bien, n'avaient que très peu d'appels. Et je pense que ces personnes-là avaient besoin de se recentrer, pas forcément de parler. Et on a fait l'inventaire de notre matériel, et ce que nous avons, c'est une sorte de matelas qui fait des massages sans contact. Et puis, on a des casques de réalité virtuelle, on a de la musicothérapie, voilà. Et donc, on a proposé des pauses détente de 30 minutes à tous. Pas que les soignants, mais tout le personnel de l'hôpital. Bien sûr, les soignants, mais aussi le personnel de ménage qui était éreinté. Ce sont des gens qu'on ne voit pas, mais qui sont très sollicités, puisqu'on a déménagé beaucoup de services. Et quand on voyait un service vide, par exemple, avant qu'il soit réinstallé, on disait à la femme de ménage, va nettoyer. Et là, elle se retrouvait à nettoyer du sol au plafond de nombreuses chambres. Et tout le personnel, les cadres, enfin, tous ceux qui se sentaient, soit, sans jugement de valeur bien sûr, surchargés. Tout ça étant fait pour qu'on fasse une petite pause tranquille. On a réorganisé le service, on a mis de l'aromathérapie, une musique zen, douce, d'ambiance, pour que les gens puissent en profiter. Quand ils arrivaient, c'était drôle, parce que quand ils arrivaient, ils disaient ah, c'est beau chez vous, alors que c'est pas particulièrement beau, enfin c'est normal, mais c'est calme, voilà. Et donc d'emblée, on a voulu faire un accueil physique et aussi un accueil particulier par les infirmiers du service qui sont formés à l'hypnose, et donc une communication positive qui leur permettait de s'épancher s'ils voulaient, mais pas forcément. Certains voulaient simplement le silence. Et donc on a commencé comme ça en tâtonnant jusqu'à ce qu'il y ait une demande incroyable. Ensuite, ma collègue qui fait de l'auriculothérapie est sortie de l'hôpital puisqu'elle a eu le Covid. Et on avait identifié des troubles comme anxiété et troubles du sommeil. Et elle a proposé des séances d'auriculothérapie ciblées sur ces symptômes. Et ensuite, une amie qui est chiropracteur a proposé également de venir pour aider. Et plus récemment, puisqu'elle est venue qu'une fois, il y a une dame qui vient pour faire des massages du haut du corps ou des pieds et des jambes, parce que les gens ont très mal aux pieds et aux jambes. Et le tout, évidemment, on a fait en montée progressive pour adapter les protocoles de stérilisation, de décontamination. Tout le monde a des masques, on a analysé la situation pour que personne ne court de risque. Et on est à 600 personnes qui sont passées dans notre service pour avoir un moment de calme. Et en quoi ces différentes pratiques complémentaires ont-elles été utiles, à ton sens, pendant cette période du Covid-19 ? Alors, d'abord, bon, je ne l'ai pas dit, mais on a proposé des séances de natte, ce qu'on appelle ce matelas qui masse sans contact, donc ce qui était intéressant dans le cadre du Covid. Et on l'a associé soit à rien, selon ce que choisissaient les personnes, soit à des séances de relaxation qui avaient été faites spécialement pour nous par Geneviève Delas, qui est psychothérapeute et qui travaille à l'Institut français des pratiques psychocorporelles, et qui nous a fait des séances qui étaient tout à fait dans le même temps, la même durée que les séances de natte, qui étaient parfaites. Qu'on mettait selon les besoins de la personne, ou de la musicothérapie, ou de la réalité virtuelle. Et ce qu'on voyait chez les personnes, c'était le bien-être d'être dans le
calme, le silence. Chacun était isolé dans un box et on avait le sentiment, et il le disait ensuite, qu'il se recentrait, et qu'il remettait un petit peu les compteurs à zéro, et qu'il profitait des effets de la natte qui diminue les contractures musculaires, etc. Il pouvait y avoir aussi, j'ai fait quelques manipulations pour des personnes qui étaient bloquées. Et quand il ressortait, il nous disait, mais c'est formidable. C'est merci, merci, merci. Il y avait beaucoup de, euh, de remerciements parce qu'on a voulu le faire de soignant à soignant, dans un sens de bienveillance et de solidarité. Et tout le monde l'a senti. Et donc, il y avait une sorte de fraternité et vraiment de profonde reconnaissance. Et je pense qu'on a évité, enfin, je pense, je suis sûre, de nombreux arrêts de travail qui auraient été induits par l'épuisement. Est-ce que tu penses que tu as organisé quelque chose qui a permis de prendre soin des collègues dans l'ensemble de l'hôpital? Et est-ce que tu penses que c'est aussi de la prévention, tout ce que tu as fait? Ah, absolument. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les cadres. C'est-à-dire que cette désorganisation, où notre hôpital a été très bien organisé, les médecins ont pris la main, ont réorganisé, donc personne ne protestait. On savait qu'il fallait y aller à tel endroit, à tel endroit. Néanmoins, l'atmosphère était tendue avec des gens qui parfois ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas les mêmes méthodes de travail, et donc il y a eu des tensions dans les équipes, avec des gens qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, en surmenage, hein, sur différents registres. Et, et en fait, ça a changé la façon de se comporter de ces personnes. Elles sont devenues beaucoup plus calmes et ont pris soin des autres. Et dès qu'un collègue, elle sentait qu'un collègue était un peu fatigué, épuisé, elle disait, ah là là, il faut que tu descendes, va les voir où je t'emmène. Et les cadres se sont rendus compte de l'apaisement dans les équipes. Et certains cadres ont presque rendu, je dis obligatoire, c'est gentil, je veux dire systématique. Et donc il y a eu vraiment une vraie prévention, ça c'est certain. Et les cadres ont référé à la direction pour leur dire que vraiment c'était indispensable et que certains ont dit, et beaucoup ont dit que si l'hôpital avait tenu, c'était grâce à ce qu'on avait fait. Donc c'est pas moi qui le dis, mais c'est dire que ça a eu une importance dans le fait que les soignants, enfin, ou le personnel de l'hôpital sortent dans notre hôpital peut-être moins épuisés que dans d'autres. Mmh. Ça, c'est vraiment important. Et on a évité beaucoup d'arrêts de travail, bien sûr. Et est-ce que cette organisation va être pérennisée après cette période Covid-19? Alors, je l'espère. C'est-à-dire qu'il y a une forte pression des soignants et des cadres pour que ça se pérennise. Au début, l'administration n'a pas été très soutenante. Ça avait l'air, ils prenaient ça peut-être pour une expérience un peu anecdotique. Et puis on était hors institutionnel. Vous voyez, on a fait nos propositions dans notre coin. Et là, j'ai été sollicitée par la direction pour qu'on puisse réfléchir à une pérennisation de l'expérience. Alors après, je ne sais pas dans quelles conditions. Les personnes qui venaient ou qui viennent encore sont bénévoles, mais le bénévolat ne peut pas durer tout le temps. Mais en tout cas, il semble que notre direction ait vu tous les bénéfices que cette prise en charge procurait. Et également, c'est un autre élément pour l'administration, ça peut être un critère d'attractivité. Si le personnel sait qu'il est bien traité, s'il sait qu'il a tel et tel service, c'est-à-dire des soins de chiropraxie par exemple, l'auriculothérapie, je ne sais quoi, eh bien à ce moment-là, peut-être que l'hôpital sera plus attractif.
En tout cas, bravo pour cette expérience et d'avoir mis en place tout cela dans une période de crise. Et je pense que ce que tu évoques est un véritable modèle de médecine et de santé intégrative. Et on voit bien que ça peut se mettre en place aussi dans des situations d'urgence, dans une perspective évidemment aussi de prévention. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis, il y a eu donc ces bénévoles qui sont venus, les laboratoires qui nous ont prêté du matériel pour participer à l'effort global. Et ça, c'était donc si vous voulez, tout le monde est fier. Euh, et c'est un deal gagnant-gagnant, tout en sachant que la situation n'est pas pour autant réglée, puisque comme on le sait, le personnel enfin, l'état d'hôpital n'a pas évolué pour l'instant et qu'il y avait quand même, même s'il y avait de la reconnaissance, je crois que les soignants, parce qu'on faisait attention à eux, eh bien, se sont sentis légitimes et fiers puisqu'on reconnaissait leur travail. Et aussi, mais il persiste quand même de la colère, mais je dirais de la colère positive pour revendiquer, puisqu'ils sont sûrs de la valeur de ce qu'ils font. Est-ce que tu peux imaginer transmettre à d'autres professionnels comment mettre en place un accompagnement de ce type? Parce que ce n'est pas simplement proposer des pratiques, c'est une vraie réflexion en santé intégrative. Oui. Comment on intègre, comment on met en place, en lien avec la médecine conventionnelle, le meilleur de la médecine conventionnelle, ces pratiques complémentaires. Est-ce que tu penses que voilà, c'est important et ce serait quelque chose à transmettre à d'autres qui sont très intéressés par cette expérience que tu as mise en place? Ah oui, tout à fait. C'est une réflexion qui aboutit et donc on peut transmettre. C'est-à-dire que le but, ça n'est pas de continuer en faisant un espace sport, par exemple, ou comme une salle de sport banale pour les soignants. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que l'attitude de l'équipe infirmière du centre antidouleur a été exemplaire dans l'accueil, l'écoute. On avait aussi, évidemment, il y avait du thé, du café, des petits gâteaux, des tas de trucs. Si quelqu'un avait besoin de s'exprimer, ce qui était intéressant, c'est qu'il le faisait dans un sens de partage et non pas de demande de soins d'un professionnel. Hein. Et donc, je pense que oui, ça, c'est tout à fait transmissible et adaptable dans n'importe quelle structure, bien sûr. Et je crois que ça va devenir indispensable. Et puis c'est important ce que tu rappelles, c'est-à-dire que ces différentes pratiques psychocorporelles ne sont pas que des techniques. C'est ça. L'humanisation et le lien qui s'est mis en place fait partie complètement de l'apport de ces pratiques. Tout à fait, oui. Donc une expérience à suivre alors et à te suivre par rapport à tout ça. Ben, j'espère qu'elle sera suivie. Et Très bien, merci de ton invitation. merci beaucoup.